Yo salut tous ces amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis en compagnie de Duelist Genesis et on va parler tout simplement des monstres Lynx. Donc les questions qui étaient revenues dans la précédente vidéo, c'est quoi les monstres Lynx, comment on les invoque, ça vient d'où, etc. Et on fait justement cette petite vidéo à deux pour tout simplement vous parler des monstres Lynx. Faut savoir que les monstres Lynx vont arriver dans les prochaines saisons de Yu-Gi-Oh! Qui vont arriver, si je vous dis pas de bêtises, dans le mois d'avril au Japon. Et on a un deck de structure qui devrait arriver pour nous en France dans le mois de juillet. Donc voilà, Duelist Genesis, déjà, merci à toi d'être revenu sur Skype pour parler un petit peu de ces monstres. Mais enfin, avec plaisir, hein, c'est cool de refaire une collaboration ensemble. Pour moi aussi et pour les abonnés, je crois que ça va donner beaucoup d'infos, surtout sur ces monstres. Donc la première question, c'est quoi pour toi les monstres Lynx? Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un monstre Link? Alors, il s'agit d'un monstre qui va se situer au niveau de l'extra deck. Mais comme vous pouvez le voir sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran, eh bien, il s'agit d'un monstre tout d'abord représenté d'une couleur bleue pour véritablement le distinguer des synchros des Xyz. On peut voir par contre que comme toute carte, il a bien sûr un nom, un attribut, un type et bien sûr la désignation de son effet. Cependant, il a quand même quelques petites particularités. Tout d'abord, il ne présente ni rang ni niveau. Il n'y a aucune étoile. Et seconde particularité, eh bien, il n'a pas de défense, ce qui implique qu'il ne peut du coup pas être positionné en position de défense. Mais ce qui peut également vous interpeller, c'est la présence de petits triangles autour de la zone d'illustration, dont certains sont colorés d'une couleur rouge, rouge orangé, et les autres sont plutôt gris noir, comme si on aurait dit un mode d'activation ou d'éteint, comme un bouton on-off avec une lumière qui s'allumerait ou qui s'éteignerait. Tu as dit qu'on pouvait pas la mettre en position de défense, mais par exemple, l'haricot de Jerry qui a 1750 d'attaque, mais qui a 0 de défense, on peut quand même la mettre en position de défense pour dire de pas se prendre l'attaque dans la tête. Est-ce que cette carte-là, on peut aussi quand même la mettre en position de défense ou absolument pas? Ce monstre-là est un monstre qui a en soi une valeur de défense. Elle est peut-être nulle, mais il a une valeur de défense. Là, la valeur de défense est remplacée par un terme qui s'appelle Link 3 pour le monstre en question, information que nous décrypterons un peu plus tard dans la vidéo. D'accord. Donc une autre question, est-ce que tu as des infos, des informations justement comment on invoque cette carte-là, comme les fusions, comment on les invoque, les pendules, les Xyz, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire? Est-ce qu'il faut des cartes spéciales pour invoquer ces links ou voilà, c'est la question que je te pose. Globalement, l'ensemble des informations sur l'invocation des monstres Link. En fait, il y a deux méthodes pour invoquer ces monstres. Alors tout d'abord, il faut regarder justement l'information du Link qui se trouve justement à côté de la valeur d'attaque, qui va en fait déterminer le nombre de monstres que vous pouvez sacrifier pour invoquer ce monstre. Donc pour un monstre où il y a écrit Link 3, vous allez devoir sacrifier 3 monstres, ou vous avez une version alternative qui consiste à sinon sacrifier un monstre Link déjà présent, par exemple un monstre Link 2, plus un second monstre pour combler le Link manquant. Par exemple, dans le cas du monstre que nous avons à l'écran, Decode Talker, vous pouvez soit sacrifier 3 monstres différents pour l'invoquer, soit vous pouvez sacrifier un monstre Link 2 plus un monstre supplémentaire. Donc ça fait véritablement deux manières différentes d'invoquer ce monstre. D'accord. Et globalement, ça change quoi, du coup, l'apparition de ces monstres links? Alors qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses, puisque comme certains ont pu le voir, nous avons un tout nouveau terrain dans Yu-Gi-Oh! Nous avons toujours la zone magie piège composée de 5 emplacements, la zone monstre de 5 emplacements, mais au-dessus de ces deux zones, nous avons une nouvelle zone qui apparaît, qui s'appelle la zone de monstres extra, où il y a précisément deux emplacements, un plus centré sur la gauche du terrain et l'autre plus sur la droite. Et en fait, ces deux zones indiquent les zones où nous pouvons avoir la possibilité de faire des invocations d'extra deck, incluant les monstres Xyz, les monstres fusion et les monstres synchro. D'accord. Cependant, ces deux zones sont pour l'ensemble des deux joueurs. Et chaque joueur va se partager l'ensemble de ces zones. Donc,
un joueur aura une zone tandis que l'autre joueur aura le contrôle de l'autre zone. Ouais. Et là où c'est très important, c'est que en fait, si vous faites une invocation synchro, vous allez du coup placer votre monstre dans cette zone de monstre d'extra. Mais du coup, vous ne pouvez plus faire d'invocation synchro ou Xyz, puisque la zone est déjà remplie par l'unique monstre que vous avez à disposition. Et donc, vous vous sentez très bloqué, vous ne pouvez plus avoir finalement recours autant que vous le souhaiteriez à votre extra deck. Et c'est là qu'intervient le monstre Link, c'est que les différents petits triangles de couleur orangée vont en fait indiquer des zones de monstres que vous allez tout simplement débloquer. Et ces zones débloquées vont vous permettre en fait de réaliser davantage d'invocations depuis l'extra deck. Dans le cas du monstre Decode Talker, nous pouvons voir qu'il indique une zone en face et deux zones en biais en diagonale. Ces zones veut dire tout simplement qu'il va débloquer dans votre camp en diagonale deux zones, mais également une zone dans le camp adverse. Donc, par l'invocation de ce monstre, vous allez pouvoir du coup invoquer en supplément deux monstres de votre extra deck dans les zones libérées, mais vous offrez également l'opportunité à votre adversaire de pouvoir invoquer un monstre dans la zone que vous lui débloquez grâce au marqueur placé en haut de la carte. D'accord. Donc ça va avoir un très gros effet sur le jeu, puisque nous allons devoir maintenant, je pense, réfléchir à la question du placement des monstres. C'est ce que j'allais dire, c'est que maintenant, au final, avant, on pouvait, par exemple, poser ces monstres un peu où on voulait, et maintenant, ça devient vraiment stratégique de choisir bien le positionnement du monstre, où est-ce qu'on va le poser sur le terrain, chose qui change. Au final, pour moi, ça apporte quand même un plus, c'est-à-dire que le jeu devient encore plus stratégique qu'il n'était. Pour moi, c'est un bon point. Et une autre question, c'est que justement, en allant chez Konami au Yu-Gi Show, j'avais parlé avec certaines personnes qui m'avaient déjà montré des très vieilles cartes, des cartes qui ont peut-être 10-15 ans, et en fait qui jouaient déjà, peut-être pas 15 ans, mais une dizaine d'années, et qui jouaient déjà sur le positionnement des cartes. Donc, est-ce que les Links, au final, c'est vraiment nouveau? Ou est-ce que Konami avait déjà pensé à ce mode de cartes, mais au final qu'ils n'ont pas vraiment appliqué, qu'ils ont essayé d'appliquer, mais qu'ils n'ont pas appliqué? Et est-ce que tu as des monstres en tête qui fonctionnent déjà depuis 5-6 ans, qui auraient déjà pu fonctionner et qu'on va pouvoir utiliser, même si aujourd'hui on n'a pas vraiment de deck ou de booster links qui sont mis en vente où on peut déjà choper des cartes, mais on a déjà des cartes qui peuvent déjà influencer les decks links, je pense. Est-ce que tu as des infos? Oui, cette idée n'est pas nouvelle chez Konami, puisqu'ils avaient déjà, au cours d'une édition, un peu positionné ce style de jeu avec le booster l'impact des cyberténèbres, où l'on avait déjà des cartes qui avaient pour effet d'avoir certains bonus, tout simplement, selon le positionnement des cartes adverses, ou même tout simplement empêcher certaines cartes d'être jouées en bloquant différentes zones. Dans les effets de ces cartes-là, je peux penser à une carte qui s'appelle Alien Infiltrateur. Il s'agit d'un monstre qui, si sur la colonne qu'il occupait ne rencontrait aucun monstre adverse, pouvait tout simplement attaquer directement. C'était qu'un petit monstre qui avait que 800 points d'attaque, mais ça pouvait être un minimum intéressant pour l'époque. Mais nous avons surtout maintenant d'anciennes cartes qui peuvent être de nouveau très intéressantes. La carte magie continue éboulement, qui vous permet de sélectionner deux zones monstres normalement sous le contrôle de votre adversaire et de les bloquer. Donc il est assez simple tout simplement d'activer cette carte, de choisir la zone monstre extra de votre adversaire, ainsi qu'une zone monstre classique. Et ces zones sont bloquées. Et sachant que vous ne pouvez plus mettre de monstres d'extra deck dans votre zone classique de monstres, excepté si un lien s'est créé entre le monstre Link et l'ancienne zone, eh bien, vous bloquez toute option d'extra deck à votre adversaire, à moins qu'il vous détruise par un typhon d'espace mystique, cette magie continue. Donc oui, il y a déjà des cartes qui peuvent influencer sur le placement des monstres d'extra deck et le placement des monstres Link. Ce que je pense, à mon avis, c'est que
peut-être le premier gros tournoi par exemple, ou différents tournois qui vont arriver après justement l'apparition de ces cartes Lynx. Il y a des gens qui vont avoir des grosses surprises, c'est de retrouver des très vieilles cartes qu'ils ont quasi jamais vues jouer, qui va avoir quand même un impact assez important, je pense, dans le jeu. Après ça, on verra bien pendant les tournois et je veux dire l'invention des joueurs, mais les idées que les joueurs peuvent avoir justement avec ces anciennes cartes qui existent déjà, plus les nouvelles cartes. Et moi j'ai déjà vu des personnes me présenter des decks qui bloquent quasi totalement le joueur de pouvoir poser ses monstres. En fait, il va prendre carrément un contrôle sur la map, j'allais dire, un contrôle sur le tapis qui va bloquer toutes les invocations possibles du joueur. Après, à mon avis, c'est énormément de nouvelles stratégies qui vont arriver dans le jeu. Je pense pour moi que c'est une bonne chose. Après, ton avis à toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, ce D-Links au final? Vraiment, ton avis personnel. J'aime beaucoup le principe de base parce que avant, nous avions beaucoup d'interactions finalement entre deck, cimetière, main, terrain, mais finalement, une fois qu'une carte était prendre sur le terrain, elle n'avait plus d'interaction véritablement avec ses compagnes finalement. L'interaction carte sur le terrain entre elles n'existait pas, ou vraiment très peu. Mm. Et je trouve ça vraiment intéressant que les links existent parce que du coup, euh, cela va énormément casser, enfin finalement, ça va vraiment casser les frontières entre chaque carte, puisque au final, quand on voit sur un tapis de jeu, on voit bien que chaque zone est très délimitée et s'adresser comme des barrières entre les cartes sur le terrain. Et cette barrière semble être cassée grâce au Link. J'aime beaucoup, sachant que les monstres Link ont également des effets qui découlent du positionnement de vos autres monstres. Par exemple, le cas du monstre Decode Talker, il va vous dégager du coup une zone à l'avant et deux zones à l'arrière. Et son effet est que si vous avez un monstre dans l'une des zones qu'il dégage, ou qu'il a dégagé, eh bien, il va tout d'abord gagner 500 points d'attaque. Donc, si vous l'invoquez, eh bien, vous avez tout intérêt à mettre des monstres dans les zones qui débloquent, Mm. pour qu'ils puissent déjà monter à 3300 points d'attaque, ce qui est loin d'être mauvais. Mais aussi, votre adversaire, s'il a la mauvaise idée de placer un monstre en face du Decode Talker, va pouvoir lui donner 500 points d'attaque supplémentaires, ce qui est quand même une erreur de jeu, du coup, Ouais. assez grave. Et l'un ou encore l'interaction entre les différents monstres et le monstre Link opère, c'est que le Decode Talker a un second effet qui, lorsqu'il va être ciblé par un effet de carte, vous pouvez sacrifier un monstre avec lequel il est en lien pour tout simplement annuler l'activation et l'effet de la carte qui le ciblait. Et ça, du coup, c'est encore un truc, je trouve, vachement intéressant parce que du coup, vous allez placer votre monstre dans la zone classique, Mm. il va libérer des places pour faire de nouveaux monstres d'extra deck, pour le booster, et si votre monstre en arrière-plan ne vous sert plus à rien, eh bien, vous pouvez toujours le sacrifier pour faire l'effet de votre Decode Talker, donc pour annuler un effet de carte qui le ciblerait. Donc, il y a vraiment maintenant une très grande interaction des cartes entre elles lorsqu'elles sont sur le terrain. Et c'est véritablement quelque chose que je trouve super de la part de Konami et que j'encourage à poursuivre, tout Mm. simplement. Certains joueurs, je pense, pourraient un petit peu bâcher le système en disant que beaucoup de decks sont parfois centrés que sur les Xyz ou que les Oui. synchros, Mm. et il faut les invoquer en quantité sur le terrain. Sauf que le problème, c'est qu'avec ce nouveau terrain, on ne peut faire qu'une invocation d'extra deck Mm. si l'on n'a pas débloqué les autres zones. Et donc, ça va quand même fortement obliger les decks à jouer des monstres Link Ouais. pour débloquer ce supplément de zone. Mm. Et certains decks pourront se le permettre, tandis que d'autres, non, pas forcément. Donc, tous les decks qui sont basés sur l'invocation d'extra deck, eh bien, se retrouvent quand même assez pénalisés, Ouais. puisque ils n'ont qu'une zone et ne peuvent pas jouer qu'avec une seule zone. Donc, ils doivent forcément jouer les links, mais les links demandent à sacrifier eux-mêmes des monstres. Donc, Ça va clairement changer tout c'est leur deck au assez. final. Voilà, ça change tout leur deck et surtout ça peut énormément ralentir le jeu parce que si vous avez besoin d'avoir deux monstres fusion en même temps sur le terrain, Mm. vous avez nécessairement besoin d'avoir dans votre zone monstre extra, d'un monstre Link
mais d'un monstre Link 2 qui vous débloquera du coup deux zones dans votre arrière plan, on va dire ça comme ça. Et pour avoir du coup ce monstre Link, il faut sacrifier deux monstres au préalable. Mhm. Et les deux monstres, il faut trouver du coup un moyen de les aligner. Et même si vous trouvez un moyen pour aligner les deux monstres, vous allez les sacrifier pour un monstre Link. Puis après, il faut retrouver des combos pour refaire vos fusions, refaire vos monstres synchro. Mhm. Donc, c'est pas forcément à la portée de tous les decks. Donc, certains joueurs sont peut-être un peu frustrés de voir leur deck finalement Alors, deck était. handicap. C'est ça, un des decks qui étaient quand Ouais, même plutôt puissants et qui marchaient très très bien, au final vont se retrouver à des decks handicapés. Oui, oui, clairement. Clairement. voilà. Donc c'est oui. Après, je pense, comme beaucoup de jeux, hein, je pense aussi tout à l'heure à Hearthstone aussi, où Blizzard force les gens à changer de deck ou à carrément défoncer un petit peu des decks pour instaurer une nouvelle extension, comme même le Link sera une nouvelle extension, pour changer un petit peu le mode de jeu et de ne plus voir toujours les mêmes decks en tournoi. Après, je pense que c'est aussi une volonté de la part de Konami de changer justement un petit peu la méta et de clairement ramener une nouvelle fraîcheur sur Yu-Gi-Oh! Véritablement, l'invocation de Link rafraîchit le jeu. On n'a plus du tout à faire au même jeu que ce que nous avons connu depuis la création. Hmm. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à penser. En fait, faut penser autrement le jeu. Faut essayer de grandir dans sa réflexion par rapport au jeu et de pas se dire ah ça c'est pourri parce que mon deck n'est plus jouable. En fait, le jeu va être à la fois plus lent et beaucoup plus rapide puisque on sait que si on veut faire des monstres d'extra deck, il va falloir d'abord passer par l'étape intermédiaire que sont les monstres Link. Hmm. Et donc, il va falloir remplir dans un premier temps son terrain de monstres pour les sacrifier, pour faire ces fameux monstres Link, pour après finalement faire nos diverses invocations que nous connaissons comme d'habitude, les Xyz, les synchros et tout ceci, tout cela. Donc, la mécanique de jeu maintenant dans Yu-Gi-Oh va vouloir d'être finalement de remplir sa sous son terrain de plein de petits monstres assez faibles pour finalement après les sacrifier, les renouveler pour faire apparaître des monstres beaucoup plus puissants Hmm. tels que les monstres Link. Et au final, il y a dans les monstres Link un très très gros rapprochement avec les monstres synchro dans le sens où au début les monstres synchro ben elle demandait finalement d'aligner deux trois monstres différents, donc un synthoniseur plus d'autres monstres non synthoniseurs pour faire Ouais. la synchro. Et au départ, on avait quoi comme monstre? On avait le robot synchronique qui avait quoi comme effet? Quand il est invoqué normalement, vous pouvez choisir un monstre de niveau 2 ou moins et le ramener sur le terrain. Et donc au final, vous aviez un monstre et hop, un second qui se ramenait sur le terrain, donc vous aviez deux monstres et c'était parti pour la synchro. Et c'est un peu dans ce même ordre d'idée qu'il faut réfléchir le jeu, c'est se dire comment je peux essayer de ramener un nombre maximum de monstres sur mon terrain pour les sacrifier, pour faire ma link, pour après partir sur les synchros, les Xyz et tout ça. Hmm. Clairement. Voilà. Donc, si tu as fait un petit peu le tour, un petit peu, après on pourra en reparler dans une prochaine vidéo plus en profondeur sur certains aspects d'effets, etc. Ça, il n'y a pas de problème, dites-nous ça en commentaire. Et maintenant, on va tout simplement passer aux questions que vous nous avez posées dans la première vidéo d'info. Donc, les petites questions, c'est la première, je pense qu'on en a cinq questions. La première question, c'est le processus de création d'un deck. Est-ce que tu peux nous en dire en quelques minutes? Le deck va se construire selon votre objectif. Si vous voulez jouer par exemple un deck plutôt agressif, vous allez davantage vous concentrer sur des monstres ou des magies en grand nombre et vous allez peut-être réduire le nombre de pièges. Si vous voulez plutôt un deck contrôle, au contraire, vous allez réduire votre nombre de monstres et mettre plus de magie et pièges. En fait, la construction de deck va vraiment s'adapter à vos envies de jeu, C'est ça. si c'est de l'agressif ou du contrôle. Hmm. Mais tout ceci a déjà été plus ou moins traité, enfin sur ma chaîne personnelle, où j'ai fait en deux petites vidéos un deck presque parfait, où je détaille davantage ce processus parce que c'est quand même un processus sur lequel faut assez réfléchir. Hmm. Et j'avoue que en quelques instants, je n'aurais peut-être pas forcément le temps de répondre correctement à la question. Mais globalement, ce que je peux dire, c'est adapter votre construction selon le style de jeu que vous voulez aborder. Donc quelque chose d'agressif, tournez-le davantage sur des effets de monstres qui vont vous permettre d'aller chercher vos cartes. Mettez davantage de magie qui peuvent s'activer durant votre tour, donc du coup qui vont durant votre tour accélérer votre jeu.
Si vous voulez jouer plutôt contrôle, alors privilégiez plutôt les pièges ainsi que des magies de pioche pour du coup avoir plus facilement accès à vos ressources. Donc le seul vrai et petit indice que je peux vous donner pour vous aider à construire votre deck, c'est toujours réfléchissez au but que vous voulez apporter à votre deck. Hmm, clairement, ouais. Et je vous invite à aller justement, on va aller voir, checker la chaîne Dueliste Genesis pour avoir plus d'infos justement sur cette question, sur la processus de création d'un deck. Deuxième petite question, le retour de Brioniac. Donc, est-ce que, de la banliste, je suppose, c'était une question qui était posée en dessous. Est-ce que tu as des infos, est-ce que tu as un petit avis à dire dessus? Alors comme info, je pourrais dire en fait qu'il a eu une modification dans son effet. La modification vient en fait de sa limitation. Vous défaussez une carte pour renvoyer du terrain à la main du propriétaire une carte enfin quelconque, donc magie, magie piège ou monstre. Cet effet à l'époque était non limité durant le tour, donc vous pouvez défausser une première carte pour envoyer une première carte, défausser une seconde carte pour envoyer une seconde carte. Mhm. Il n'y avait vraiment aucune limitation. Et bien maintenant, c'est l'effet est limité à une fois par tour. Et ce retour, je le trouve assez peu intéressant dans le sens où nous avons déjà un monstre qui fait comme Brionac. Il s'agit du monstre Coral Dragon, en anglais, le nom en français, je suis désolé, je ne le retiens pas. C'est un monstre qui, pareil, synchro 6, synchro tout à fait... ah non, peut-être pas tout à fait générique, j'ai un doute, mais c'est une synchro 6 qui a le même effet que Brionac. Vous pouvez défausser un pour remonter une carte en main, donc exactement le même effet, mais qui a en plus un effet secondaire qui, lorsqu'il quitte le terrain, vous permet de piocher une carte. Donc au final, nous avons un effet similaire à Brionac, plus un petit effet bonus. Donc finalement, pourquoi jouer Brionac et ne pas jouer Coral Dragon, excepté peut-être les conditions d'invocation qui seraient peut-être changeantes entre les deux cartes. Ok, donc troisième question. Entre le deck, parce que la dernière vidéo qu'on avait fait, c'était clairement la vidéo sur les dinos et deck machines qui arrivent le mois prochain, dans une dizaine de jours. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question entre le deck dino et le deck machine, lequel est le mieux? Donc pour moi personnellement, le deck dino est un deck beaucoup plus contrôle et le deck machine beaucoup plus agressif. Après, question de quel deck est le mieux, c'est un choix que je pense personnel. Ça dépend quel deck pour toi vas-tu préférer? Est-ce que tu vas préférer contrôler au maximum les cartes de l'adversaire ou est-ce que tu vas plutôt préférer être agressif? Après, je suppose qu'il y en a un des deux qui va plus se retrouver dans certains tournois. Je te laisse ton avis, Duelist Genesis, sur cette question. Le deck dinosaure sera quand même peut-être davantage favorisé pour les tournois puisqu'il va très bien se mélanger aux trous Draco qui sortiront dans la prochaine édition, la crise maximale. Cependant, ce sera peut-être pas forcément une version orientée pour les petits budgets, ne sachant pas encore finalement les niveaux de rareté des fameux trous Draco, parce que enfin, dans le deck, il est conseillé de jouer certaines cartes, et si ces cartes se retrouvent en secrète rare et valent Hmm. chacune 15-20 euros, voilà, l'aspect budget du deck pourrait être clairement revu. Mais d'un aspect compétitif, je pense qu'on verra davantage le deck dinosaure à haut niveau. Hmm. Mais cela n'empêche pas de voir du deck rouage ancien à un niveau peut-être plus local, puisque si c'est l'amusement que vous recherchez en priorité, tout en étant assez bien construit, eh bien le deck rouage ancien, d'un petit décès, enfin ça dépend de vos attentes. Si vous voulez vraiment briller au niveau régional ou autre, peu importe le deck que vous jouez, eh bien le deck dinosaure sera très bien fait pour cela. Mais si vous voulez d'abord jouer pour votre plaisir tout en faisant au niveau local un minimum de résultats, Hmm. eh bien le deck rouage ancien vous ira également très bien. D'accord. Ok. Une autre question, Maxé, réédité, oui ou non? Parce que c'est vrai que dans la bande-annonce du commercial de ces decks, on l'a vu directement, on l'a vu arriver. Donc, est-ce qu'elle est rééditée pour toi? Eh bien, là-dessus, je pourrais pas trop me prononcer parce que, en fait, entre les decklists des decks de structure japonais et ceux qui sortent en Europe, il y a toujours quelques petites modifications. Hmm. Et donc, il se peut très bien, en fait, que finalement, à la dernière minute, eh bien, nos amis japonais nous disent, on retire un maxi et on vous met une autre carte à la place. Donc, s'il y a un maxi dans le deck, ben, tant mieux parce que ça rend la carte quand même beaucoup plus accessible. Oui. Parce que, je vais pas dire de bêtises, mais elle
peut bien être aux alentours des fois de 10 euros, cette carte, ne serait-ce qu'en promo de Teambox, donc elle a quand même une certaine valeur. Hmm. Bon, peut-être que je me suis trompé sur la valeur exacte, mais en tout cas, cette carte, même parfois facile d'accès, a quand même un minimum de valeur, donc la mettre dans un deck de structure serait encore une meilleure chose, dans le sens où elle serait vraiment là bien plus accessible, À tout public, clairement. voilà, à tout public, quoi. Hmm. Clairement, oui. Donc ouais, après c'est vrai que oui, le commercial que j'avais présenté dans la vidéo, c'est un commercial japonais. Donc il y a des cartes qui peuvent changer entre ce que le deck de structure il va arriver en France et les commerciales japonais qui sont déjà là depuis 5-6 mois. Donc ça c'est, on saura ça à la sortie directement du deck de structure. Et dernière question, euh, est-ce qu'un deck anciennement méta, style Seigneur Lumière, 6 Samouraï, pourrait revenir avec, peut revenir ou pourrait revenir justement avec les monstres Lynx? Je pense que oui, c'est tout à fait possible, notamment pour le Seigneur Lumière, parce que tout simplement, il base son deck sur un très gros monstre, le Dragon du Jugement, qui est en fait une invocation qui n'est ni liée à action synchro, ni Xyz, ni même fusion. C'est un monstre qui a des prérequis, qui demande d'avoir dans son cimetière 4 monstres Seigneur Lumière pour l'invoquer spécialement, et il s'invoque depuis la main. Donc du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir recours à l'invocation Link en soi pour l'invoquer. Hmm. Donc dès le premier tour, si vous avez vos 4 monstres Seigneur Lumière dans le cimetière, bam, vous l'invoquez depuis votre main. Ça reste un monstre à 3000 points d'attaque, qui a en plus pour effet, vous payez 1000 points de vie, vous détruisez l'ensemble des cartes sur le terrain, excepté lui-même. Hmm. Donc vous pouvez faire table rase du terrain adverse, et également de votre terrain, donc du coup, faites attention quand vous utilisez l'effet. Et ce n'est vraiment soumis à aucune condition, alors que les decks, par exemple Fusion, Synchro ou Xyz, vont devoir d'abord avoir recours au Monstre Link pour après continuer à s'invoquer. Hmm. Et donc finalement, vous gagnez énormément en rapidité à jouer Seigneur Lumière, puisque vous n'avez pas à passer par les Monstres Link. Vous pouvez en intégrer dans votre extra deck, mais en soi, cela ne va être qu'une option et pas une obligation. Donc clairement, tous ces monstres qui peuvent s'invoquer depuis la main sous certaines conditions et qui ont d'autant plus des effets assez destructeurs tels que le Dragon du Jugement sont des decks qui vont pouvoir revenir au goût du jour grâce à la Link Summon. Ça marche. Bah voilà, c'était le petit mot de la fin. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions. Je les prendrai directement pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller aussi rejoindre la chaîne YouTube Duelist Genesis pour aller check un petit peu des vidéos qui parlent beaucoup de l'aspect du jeu, l'aspect stratégique du jeu. Et sur ce, moi je vous laisse et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut!